Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine, quel plaisir de se retrouver au micro de Confluent. Bonjour Mathieu, quel bonheur en effet. D'autant plus que nous nous envolons cette semaine pour la Côte-Nord, plus précisément la communauté Innu d'Equanichit ou Mingan. Sous la yourte du centre de santé Mashtishanitchwap, nous nous entretenons avec Marie-Aimée Mestokosho, intervenante pensionnat et culture. D'abord secrétaire réceptionniste au conseil de bande de sa communauté, puis en milieu scolaire, Marie-Aimée Mestokosho a développé très vite une compréhension poussée des défis et aspirations de sa communauté. Approfondissant son propre cheminement culturel et spirituel, elle a ensuite coordonné le projet Mamui Tutao, Rassemblons-nous, dans le cadre de la Fondation autochtone de guérison. Marie-Aimée Mestokosho organise maintenant des ressourcements de prise de parole et de guérison pour les survivants et survivantes des pensionnats. En libérant leurs paroles, ces rassemblements contribuent aussi à la guérison de leurs enfants et petits-enfants en les aidant à mieux comprendre les traumas vécus par leurs aînés. Marie-Aimée Mestokosho organise aussi des ressourcements en territoire qui permettent aux adolescents de mieux se familiariser avec leur propre histoire et de se réapproprier les savoir-faire et les valeurs de leur culture dans leur langue maternelle. Enfin, notre invitée évoque avec émotion un court-métrage qu'elle a réalisé en 2017 avec sa sœur, la poétesse Rita Mestokosho, La mémoire qui n'oublie pas. Un film qui met en parallèle la douleur de perdre une amie et celle de voir la rivière La Romaine harnachée pour la production hydroélectrique. Marie-Aimée Mestokosho, Kwe. Oui. Grand merci, Tchénichkeméten, de nous accueillir chez vous, à Equanichit, à Mingan, dans une yourte. Elle est utilisée dans le cadre de votre travail, cette yourte-là? Oui, on l'utilise pour des activités. Mettons même les hommes, ça veut dire la maison des hommes, l'utilisent pour leurs rencontres. J'ai utilisé aussi avec les aînés, qu'on fait des suivis, des rencontres. Marie-Aimée Mestokosho, vous êtes intervenante pensionnat et culture au centre de santé d'Equanichit. Qu'est-ce qui constitue votre travail? Mon travail, c'est dans le cadre du programme des pensionnats indiens. C'est de travailler en soutien émotionnel et culturel. Je fais des rassemblements ou des ressourcements avec les survivants, mais aussi avec les membres de leur famille. On organise aussi des journées culturelles et des ressourcements en territoire. Pour les survivants des pensionnats, là. Les survivants des pensionnats aussi, les femmes, les mères, les hommes et les enfants, je dis les ados, là. Au début, quand j'ai commencé, ça s'appelait Projet Mamui Tutao. J'ai commencé comme coordonnatrice avec le projet de la Fondation autochtone de guérison. Ça, c'était en 2007. Dans la programmation, on devait faire des sessions de thérapie en territoire. Pour les adultes, mettons 10 jours. Et pour les ados, c'était une durée de 7 jours. Et c'était basé sur la spiritualité autochtone pour la guérison des participants. J'avais commencé à travailler avec les survivants. Il y avait des rencontres prévues dans les communautés. Après la commission Vérité-Réconciliation, hein? Est-ce que c'est ça? Oui. Moi, quand j'ai commencé dans le programme des pensionnats, les survivants, ils ont commencé à parler un peu, mais c'était pas encore... c'était tabou. Ils en parlaient un peu, mais ma mère a été au pensionnat indien de Maliou. À l'âge de 11 ans, elle a été pendant 3 ou 4 ans. Elle a été par bateau avec d'autres enfants.
Mon père, lui, a été au sanatorium pendant de longues années. Il est parti à l'âge de 9 ans. Il est revenu dans sa communauté à l'âge de 19 ans. Moi aussi, je suis partie au sanatorium pendant 1 an à l'âge de 3 ans. Ça, c'est à cause de la tuberculose? Oui, mon père, il avait de la tuberculose. Mais pendant 10 ans? Il nous a jamais vraiment raconté l'histoire. Il disait il y avait des Inuits, il y avait des Algonquins, puis il a appris l'anglais. Il a appris l'anglais au lieu du français. Mais c'était incroyable d'envoyer des enfants comme ça tout seuls. Pendant 9 ans. Puis imagine, ma mère, il disait que mon père, il avait dit, il avait comme juste un seul poumon. Ah oui? Oui. Parce qu'il avait enlevé l'autre en raison de la tuberculose, ou il est né comme ça, ou? Je sais pas. L'histoire familiale. Quand tu sais pas, là, c'est quoi ton père? Il manque quelque chose dans toi. Ma mère avait été au pensionnat indien. Chez moi, elle nous en parlait. Ah, j'ai été au pensionnat, mais elle racontait une petite anecdote. À un moment donné, elle parlait d'une jeune fille qu'elle connaissait parce qu'elle venait de la communauté de Mingan. Elle avait 11 ans. Elle est décédée quand elle était au pensionnat indien. Bon, c'est ce que ma mère m'avait raconté. L'année passée, on avait fait la journée de la commémoration en vérité. Mais avant ça, au mois de mai, il y a une équipe de Malio qui était venue. Ils faisaient un sondage, des questions concernant le pensionnat indien de Maliotenam. J'ai invité les survivants, les aînés dans la Maison de la Culture. Là, on a abordé le sujet. S'il y avait été témoin, s'il y avait quelqu'un qui était décédé au pensionnat de Maliotenam. Donc, il y avait une des sœurs de la fille qui était décédée. Elle a commencé à en parler. Puis là, on dirait que les autres aussi, ils ont commencé à en parler. Suite à ça, j'ai planifié, organisé un rassemblement des survivants ici dans notre communauté, en territoire. C'était au mois d'août, après la visite du pape qui a eu lieu en juillet à Québec. Je ne pouvais pas y aller parce que j'avais déjà planifié pour mon ressourcement personnel. Moi, je fais la danse du soleil 1 fois par année. Ça fait quand même de nombreuses années. Mais après, au mois d'août, j'ai fait le rassemblement des survivants. On avait des questions pour les personnes, les aînés, les survivants qui sont allés à la visite du pape, qui sont allés le voir. Mais là, on a posé des questions. Comment ils avaient trouvé les excuses du pape? Il y en a qui disaient que le pape, ce qu'il disait, mais c'était comme pas sincère, puis c'était juste pour s'en libérer. Bon. Puis il y en avait qui avaient la frustration, la tristesse. Mais le but, moi, de mon rassemblement des survivants, mais c'était justement pour avoir leur impression, comment eux autres se sont sentis. Les personnes se sont exprimées, se libérer de ce qu'ils avaient gardé. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait eu de la compassion, de l'entraide, des moments partagés avec les autres. Nous avons eu 5 jours de rassemblement. Et l'impact sur le chemin de guérison, moi, je trouvais que ça avait commencé là. La parole se libère tranquillement, c'est ce que je comprends, là, dans le fond. La visite papale aurait été un moment que ça a pu faciliter une libération de la parole. Là. Oui. Mm-hmm. J'étais contente d'avoir organisé le rassemblement des survivants. Ça donnait un espace de parole aux aînés pour qu'ils se parlent aussi entre eux, là, dans le fond, qu'ils puissent entre eux se soutenir aussi. Là. Mm-hmm. Oui, c'est une façon d'être ensemble et de pouvoir se
se donner du soutien. Parce que lors de notre rassemblement des survivants, mais ils étaient tout le temps ensemble. On avait des tentes. On avait monté une grande tente. Puis on dirait ils se réunissaient tout le temps. Après, il y avait des conférenciers ou des témoignages des personnes de leur vécu au pensionnat. Et après ça, quand on était en pause, là, mais c'est ça, ils se ressemblaient, puis ils se racontaient des anecdotes. Tu sais, c'est juste pouvoir être ensemble, puis je pense que ça les réunissait. Puis ils disaient, bon, mais on aimerait ça refaire un autre rassemblement, mais en invitant les jeunes, que les jeunes puissent les entendre, puissent connaître l'histoire, leur histoire qu'ils ont vécue au pensionnat. Donc, dans le cadre de votre travail, vous organisez des rassemblements pour les aînés, pour les survivants des pensionnats. Dans une entrevue que vous avez accordée dans un média, vous avez souligné que la communauté elle veut tenter de redonner aux survivantes et aux survivants ce qui a été perdu dans les pensionnats au moment de la rupture qui est survenue avec les pensionnats. La journée de commémoration, on avait des petits cadeaux qu'on avait fait faire par les personnes de notre communauté. C'était des cadeaux, des petits présents significatifs, symboliques. On avait donné ça aux survivants. C'était comme leur redonner un peu de leur enfance, le lien familial, parental qu'ils ont perdu pendant la durée de leur vécu dans les pensionnats. Ils disaient que ça leur avait manqué, ça. Puis nous, on va faire des petits bas, puis des petits mocassins, puis il y avait des canons, des petits canons. Puis on avait aussi, on appelle des hochets, là, chichikwan. On leur donnait, là, puis on disait, je te donne ce qu'on t'a appris pendant que tu étais là-bas. C'était beaucoup significatif pour eux. C'était émouvant, là. Mais c'est ça on avait fait pendant la journée de commémoration. Ça, c'est le 30 septembre, c'est ça, la Journée nationale de vérité et réconciliation, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Les aînés devaient effectivement être très émotifs parce que là, la communauté reconnaît ce qu'ils ont vécu là, par ce geste-là, ce cadeau-là. Oui. Donc là, la parole, elle s'est libérée entre les aînés. Est-ce que les jeunes savent ce qui est arrivé à leurs parents, leurs grands-parents? La plupart des jeunes connaissent l'histoire de leurs parents, mais je pense pas que c'est tous les jeunes. Moi, je sais de ma génération, nos parents nous en ont parlé, on dit un peu. Mais les jeunes, je pense que c'est à l'école aussi qui en entendent parler. Ça se parle un peu, mais pas tant que ça. Un petit peu quand même. À l'école, notamment, ils en parlent un peu quand même. Oui. Au secondaire, je sais qu'on en parle dans l'histoire. Mais quand on avait fait la journée de commémoration, on l'avait faite à la salle communautaire, mais il y avait beaucoup de jeunes. Puis il y avait 2, 3, 4, je pense, survivants qui ont partagé leur histoire. Puis les jeunes étaient attentifs. Marie-Aimée Mestokosho, est-ce que vous voulez nous parler un peu des ressourcements que vous faites pour les ados aussi, pour les jeunes? Oui, je fais des ressourcements, des ados,
une fois par année. J'essaie de le faire avant que l'école commence. Des fois, il y a 1 ou 2, 3 ados, ils vont poser la question. Est-ce que vous allez faire un ressourcement? Je dis oui. Tu sais, c'est un jeune qui te le demande. Je suis contente qu'ils veulent. Ça répond à un besoin, là, clairement. Oui, ça répond à un besoin s'ils le demandent. Qu'est-ce qui se passe pendant ces ressourcements-là? Est-ce qu'il y a des moments de prise de parole, des moments plus de l'ordre du spirituel? Comment ça se vit? C'est des enseignements. Des enseignements, on les appelle les fournisseurs culturels. C'est des personnes qui vont transmettre la culture dans notre langue maternelle et les conscientiser aussi. Mettons, tu sais, prendre du temps pour eux et se responsabiliser. Et s'ils ont besoin de s'exprimer, mais il y a toujours une ouverture. Il y a des rencontres individuelles qui peuvent se faire aussi. Puis on en fait des sortes de partages. Il y a l'initiation de la tente de sudation pour ceux et celles qui veulent le faire. Les soirs, on a des activités libres. On essaye de s'adapter à eux, puis on essaye de mettre aussi des activités pour les amuser, juste pour se libérer du quotidien. Oui. Et ça, c'est combien de jours? Pour les ados, on le fait 7 jours. 7 jours. Je pense que c'est correct qu'eux autres, 7 jours. Oui. 7 jours sans téléphone C'est déjà en territoire. Oui, ils sont oui. bons. On avait fait un ressourcement des ados en territoire. On a réussi à avoir quand même 9 gars, puis 3 filles. Pour moi, c'est une première, là. D'habitude, c'est toujours les filles. On est parti. Ça a bien été. On est parti 7 jours. On était en territoire. Là-bas, on avait notre programme. On avait 2 intervenants. Puis il y avait nos fournisseurs culturels. On les appelle même aussi hommes de camp, là. C'est tous eux qui vont aller chercher le bois, qui vont montrer comment nettoyer un saumon, faire fumer le saumon. Les jeunes ils avaient hâte d'aller pêcher. Ils nous disaient « Bon, dépêchez-vous là, on va aller pêcher. » Mais nous autres, les intervenants, c'est nous qui préparons le repas, faisons le ménage. « Oui, mais si vous nous aidiez, ça irait plus vite. » Puis il y avait les 3 filles, ils disaient « OK, on va planifier, on va faire un tableau. » Des tâches. Oui, des tâches. On a commencé à faire un horaire, qui va faire quoi. Tu sais, là, on pouvait avoir plus de temps, mais c'est eux-mêmes qui ont géré le temps, comment on allait. Mais même les garçons ont participé. Ça les responsabilise Oui, aussi. Là. c'est ça. Et ça leur apprend les valeurs aussi, Oui. les savoir-faire, nettoyer le saumon. Oui. Puis il y avait le respect de soi, respecter les autres. Et on avait quand même la partie, la colonisation, l'impact des pensionnats. Une dimension historique, là, Oui. racontée. Oui. On essaie quand même de les mettre au courant. On avait fait, comme je disais, l'initiation pour le temps de sudation, pour ceux qui voulaient le faire. Ouais, c'était une expérience marquante quand même, le temps de sudation. Non, mais c'était comme juste une introduction. Oui. Oui. C'était pas intense. Oui. Mais ça, c'est chacun... C'est tout le temps différent. C'est jamais la même programmation.
Marie-Aimée Mestocosho. En 2017, vous avez co-réalisé avec votre sœur Rita Mestocosho, la poétesse Rita Mestocosho, le film La mémoire qui n'oublie pas. Un magnifique titre. Et c'est un film que vous avez réalisé dans le cadre d'une escale du Wapikoni Mobile à Equanchit. Qu'est-ce que cette mémoire que vous évoquez dans le titre de votre film refuse d'oublier? C'est quoi cette mémoire-là qui persiste, là? On avait choisi ce titre-là parce que c'était une façon d'honorer notre amie, notre sœur, on dit notre grand-mère. Elle s'appelait Francine Basile, mais en Innu, c'est Penacine. Elle est décédée en 2017. Et elle, c'était quelqu'un qui connaissait la spiritualité autochtone, les enseignements, les cérémonies, le matahan, la sundance et le cercle de guérison. On a dit qu'on allait faire ce petit film pour elle, car elle a donné beaucoup de sa vie. Elle a travaillé longtemps dans la relation d'aide dans notre communauté. Et qu'on a décidé de faire ce film-là, mais on a pensé à elle. J'ai dit, on va l'honorer, on va penser à elle, mais c'est comme dit, on l'oubliera jamais. C'est quelque chose qui nous a donné, mais ça va toujours vivre dans nous, ce qu'elle nous a appris. On faisait des ressourcements sur l'île des officiers, justement la rivière romaine. Moi puis Francine Basile faisions des ressourcements là-bas au mois de juillet. On l'avait fait comme 4 années de fil. Puis là, on a commencé à parler du projet Rivière romaine. Nous, on n'était pas en accord avec ça. Ben, moi, en tout cas, je le dis, là, pour moi. Mais en même temps, dans le film, ça parle de la rivière romaine. La rivière romaine n'est plus dans son état naturel. Et notre amie Francine, elle aussi, dans les derniers temps, elle avait eu des problèmes physiques. Puis elle a tout fait pour nous aider. Puis elle aussi pour guérir. C'était quelque chose qu'on voulait faire pour honorer. Et c'est pourquoi on dit la mémoire qui n'oublie pas. On ne pourra jamais oublier ce qu'elle était, la rivière romaine avant. Mais on continue. Francine était mon amie, ma collègue. Et je continue de transmettre ce qu'elle m'a appris. Donc pour vous, le harnachement de la romaine, c'est une blessure au territoire? Oui, c'est une blessure parce quand ça avait été décidé, nous avons fait un matachan, un temps de sudation, où on a fait notre deuil. Le film, ça touche notre deuil de Francine et le deuil de la rivière romaine. C'était le deuil qu'on a fait aussi, qu'on ne le verra plus comme il était. Mais c'est important que les gens le sachent, à quel point c'est proche pour les Inuits. Parce que vu de loin, c'est une rivière qu'on harnache, c'est rien, mais pour les Inuits, c'est viscéral, c'est la chair, là. Quelles sont les forces que vous voyez à Equanchit? Qu'est-ce qui aide les jeunes à aller de l'avant? Les valeurs qu'on a, Ishpeten Damon, Wawijitun, Inoyamon, Shajitun. C'est le respect, l'entraide, la langue, l'amour.
Nos grands-parents sont nos modèles positifs pour la transmission de l'Inuitun. Donc nous, on doit continuer, nous, à le faire. L'Inuitun étant le mode de vie Innu, la vision du monde Innu. Mhm. J'ai une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimez aider les gens. Ça vient d'où, d'après vous, ça? C'est quelque chose qu'on t'a transmis. Ma mère, elle nous a toujours demandé d'aider les personnes. Parce que j'ai toujours vu ma mère aider comme dans la communauté, de façon bénévole. Nous, on dirait que c'était comme naturel de le faire. Je le fais encore du mieux que je peux. Marie-Aimée Mestokosho, vraiment, Tchiniskemetun, pour le temps que vous nous avez accordé. C'était ouais, vraiment un grand merci. C'était une joie puis un privilège, vraiment, de pouvoir vivre ce moment-là avec vous. Merci, merci à vous deux. Un grand merci à Marie-Aimée Mestokosho, intervenante pensionnat et culture, de son chaleureux accueil sous la yourte du centre de santé Mashtishanitchwap d'Equanichit. Confluent est porté par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Vous voulez en savoir plus? www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, restez à l'affût de la remarquable programmation de Radio-VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.